Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'organisation Archilocus de me permettre de faire ce talk et à NIT de nous recevoir ce soir. Moi, je vais parler de structuration de l'architecture, un petit retour d'expérience de ce qu'on a fait chez Praxedo, pompeusement sous-titré Architecture is about the important stuff, whatever that is. Moi, je suis Erwan Ozouf, je suis Head of R&D chez Praxedo. Praxedo, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans le FSM, Field Service Management, on peut traduire en français par gestion d'intervention. Et donc on est le leader SaaS français dans ce domaine-là. On est également présent à l'international en Allemagne, en Espagne, au Canada et aux États-Unis. Et on a des clients de différentes tailles dans plus de 50 secteurs d'activité, beaucoup de télécom, pas mal de facility management. Et donc voilà. Pour le contexte de l'équipe dans laquelle j'interviens, donc j'interviens au sein de l'équipe Product Development, qui est composée de 85 personnes, tous métiers confondus, PM, architecte, développeur, QA, etc., répartis en 10 squads. Pour l'encadrement de l'architecture au sein de cette équipe, on est 11 architectes et la structuration de ce pôle date de 2021. Au sein de ce pôle, on gère 4 produits principaux qui sont décomposés en un peu plus de 20 services, dont un monolithe. Pour le contexte historique, en 2021, on a lancé la structuration de l'équipe Product Development, donc la structuration en squad avec les responsabilités, avec les différentes responsabilités, et notamment un alignement architecte pour permettre de s'aligner sur les décisions d'architecture. En 2022, on a lancé la rédaction d'un architecte manifesto. Donc l'idée, c'est de définir au sein d'un document un peu de cadrage les principes fondateurs de l'alignement des architectes, les rôles et responsabilités des architectes et les processus et outils à disposition des architectes pour cadrer leur mission d'architecture au sein de Praxedo. Il va sûrement y avoir un petit peu de redite avec le talk précédent, ça va sûrement être plus axé boîte à outils, mais voilà, désolé pour ça. Et donc voilà, ce processus est en place depuis 2023, ça fonctionne assez bien. Donc voilà, on se fait des retours d'expérience et des itérations là-dessus. Et donc c'est ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc petite introduction et avant-propos sur l'architecture, des grands monsieur qui ont inspiré le manifesto Praxedo. Gregor Hope qui nous dit que architects are in the business of trade-off and architecture is selling options. Ralph Johnson, qui est un membre du Gang of Four, qui nous dit que architecture is about the important stuff, whatever that is. Et architecture is the decision that you wish you could get right early in a project. Et Grady Butch, qui a quand même créé UML, nous dit que architecture represents the significant design decisions that shape a system where significant is measured by the cost of change. Donc voilà, des réflexions un peu sur l'architecture, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Si on va sur des sources un petit peu plus académiques, type Wikipédia, on retrouve des ensembles de structures nécessaires à raisonner à propos d'un système. On retrouve évidemment des éléments logiciels, leurs relations et leurs propriétés. Et on retrouve encore ici la notion de choix fondamentaux et du coût des changements de ces choix-là. Et si on reprend Ralph Johnson et qui discute avec Martin Fowler, voilà, il y a la notion de la perception, le shared understanding du système design, et encore une fois la notion de composant. Donc, si on se repose un petit peu sur ces deux aspects-là, on va avoir deux aspects fondamentaux qui sont la compréhension du système et la conception du système, donc une conception itérative, et les deux éléments se répondent, et donc c'est deux éléments centraux du système et de la manière dont on va appréhender l'architecture.
Et un élément qui va être central dans ce processus-là, sans surprise, c'est les décisions d'architecture qui vont faire le lien entre la conception et la compréhension. Et donc, on va passer sans surprise aux ADR, les fameux Architecture Decision Record. Quoi ça sert? Ça sert à répondre à la question qu'on entend systématiquement dans des discussions au sein des équipes. Pourquoi on a fait ça comme ça déjà? Et une réponse à cette question, ce sont les ADR. Alors les ADR, qu'est-ce que c'est? Bon, la réponse a déjà été un petit peu donnée, mais voilà. Si vous regardez juste mon replay, je vais quand même en donner une autre définition. Donc un ADR, c'est l'enregistrement d'une décision d'architecture. Son contenu, ça va être le titre, évidemment, de la problématique. Le statut de l'ADR, est-ce qu'il est actif? Est-ce que c'est juste un draft? Est-ce qu'il a été supplanté par une autre décision? Est-ce qu'il est plus du tout d'actualité puisque le contexte a complètement évolué, etc. Le contexte en question, qui est un élément central de l'ADR, plus une définition du problème à résoudre, et évidemment des drivers, facteurs qui permettent de qualifier les solutions à ce problème. La décision qu'on choisit pour répondre à ce problème, la justification de cette décision, et les conséquences que cette décision implique pour l'architecture générale, l'entreprise, etc. Donc on verra que ça se décline un petit peu, les parties décision, justification, conséquences se changent en fonction des différents templates, mais c'est grosso modo les éléments principaux de l'ADR. Un autre élément important, c'est que c'est en général constitué sous forme de log immutable. Donc on va en général garder un historique complet des décisions qui ont été prises et les remplacer par des ADR sans modifier les ADR précédents. Le souvenir des choses passées n'est pas nécessairement le souvenir des choses telles qu'elles étaient. Voilà, donc les ADR, garder la trace du contexte, des options et des implications, sans quoi c'est l'histoire sans fin. Alors, pourquoi les ADR? On l'a dit, un petit focus là-dessus. Pourquoi? Pour tracer une décision, c'est évident, mais c'est très important d'ancrer cette décision dans un contexte, c'est même vital, parce que la décision, elle n'est valable que dans ce contexte-là, et c'est extrêmement important de tracer en même temps que la décision le contexte dans lequel elle a été prise, parce que ça va qualifier quand est-ce que la décision n'est plus valable. Donc c'est très important de tracer ce contexte-là. Ça a été déjà dit avant également, mais définir et s'aligner sur la problématique. Si la problématique est clairement définie et les parties prenantes sont alignées, la majeure partie du travail est faite finalement. C'est ce que dit d'ailleurs Cyril Martrer à Devox cette année. Et enfin, matérialiser les compromis et les conséquences. Encore une fois, un élément extrêmement important qui paraît qui est évident quand on a la discussion sur à propos de la décision, mais qu'on oublie très rapidement et qui est un élément hyper important à tracer au fil du temps. Donc voilà, ça c'est les éléments cruciaux qui justifient de faire des ADR et qui apportent beaucoup de valeur à cette pratique. Pour rentrer un peu plus dans la pratique justement, comment ça marche chez Praxedo? Nous c'est des fichiers Markdown, le log d'ADR, tout simplement, on va les committer dans un repo. Les ADR sont systématiquement approuvés par au moins un architecte. Donc la pull request doit être approuvée par un architecte. On en distingue deux types. On avait des besoins spécifiques sur les ADR, donc on distingue les ADR globaux qui s'appliquent sur tous les projets à l'échelle de l'entreprise et qui sont stockés dans un repo central et qui sont donc soumis par les architectes. Et enfin les ADR de projets qui vont être plus spécifiques à un projet en particulier. Et là peut être soumis par n'importe qui dans l'équipe, toujours approuvé par un architecte, mais soumis par n'importe qui dans l'équipe. Quand est-ce qu'on fait des ADR? Souvent. Pour les décisions techniques uniquement, encore que la même pratique pourrait avoir du sens pour les décisions fonctionnelles. Mais généralement, dès qu'on impacte plusieurs systèmes, plusieurs équipes, dès qu'il y a une discussion ou réflexion un peu poussée, dès qu'il y a de la présence de compromis ou un impact sur l'entreprise en elle-même, notamment sur des structures de coûts ou autres, c'est important de rédiger un ADR. Très souvent en fait finalement. Comment ça fonctionne? Voilà, on a également un template global chez Praxedo, on publie des pull requests, il y a des discussions sur les pull requests et on a un petit outil qui s'appelle Log4Brains qui va permettre de
générer des ADR à partir de templates. Ça donne une petite interface utilisateur pour la visualisation des ADR. Ça marche plutôt bien. Et comme je disais, on a un template un peu générique, mais qui peut se décliner en un peu deux types d'ADR chez Praxedo. Les ADR type option, donc on va avoir plusieurs options pour répondre à une décision donnée qu'on va évaluer en fonction de facteurs et voilà, évaluer les options en fonction de ces facteurs-là. Et on va avoir un deuxième type qu'on a appelé RFC-like, où c'est plutôt des ADR de guidelines. Donc là, à ce moment-là, on va venir donner un ensemble de guidelines spécifiques sur, par exemple, les architectures event-driven, les applications cloud native. Voilà, plutôt un genre de spec. Et à ce moment-là, la justification sera plutôt sous forme de foire aux questions, en mode, mais pourquoi ça c'est comme ça, etc. Donc voilà, un peu deux typologies d'ADR. Et un petit takeaway au niveau des ADR aussi, c'est que en fait, la pratique, donc de se poser sur un contexte, de définir une problématique, etc. En fait, ça va au-delà de la pratique d'architecture de réaliser des ADR et que c'est hyper utile pour cadrer des discussions sur Slack, lancer des réunions, des docs, etc. Des templates de Jira qui peuvent suivre le même template ou Trello et de la même manière. Donc voilà, le canevas et la pratique est hyper importante au-delà même du format. Voilà, c'est un élément important à ce niveau-là. Mais comme on l'a dit, on met à disposition donc cet outil-là. Il y a quand même un risque qui est que on perde de l'alignement au niveau des équipes. Et donc du coup, on a introduit également ce qu'on a appelé, ce que le TOGAF appelle des principes d'architecture. Donc c'est un ensemble de guidelines qui vont traduire un certain consensus au niveau des architectes pour mener à bien leur mission. Et donc pourquoi on a fait ça? C'est ça, pour assurer l'alignement des décisions d'architecture, donc déjà pour s'accorder entre nous, ça a cette valeur-là, et d'autre part pour favoriser la prise de décision collaborative. Une fois que ce référentiel de pratique de guidelines est à disposition, du coup ça permet aussi aux équipes qui ne sont pas forcément dans l'architecture de consulter ce référentiel-là, en plus du référentiel d'ADR, et de se baser là-dessus. Nous aussi, quand on fait des ADR, on peut référencer les principes d'architecture pour justifier ou non certains choix. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à mettre en place. Comment ça se met en place? C'est sensiblement comme c'est un peu pareil en termes de contenu que des ADR. Le nom, le principe défini, sa raison d'être, les implications du principe en termes d'architecture, un identifiant du principe pour le référencer facilement au sein des autres principes ou des ADR, et on a rajouté ce qui n'est pas présent dans la spec du TOGAF, mais des exemples. C'est souvent des concepts un peu abstraits, et donc ça facilite la compréhension et l'usage d'ajouter directement des exemples dans ces principes. Les qualités des principes d'architecture, ils doivent être compréhensibles, déjà. Robuste et complet, c'est important, et cohérent et stable dans le temps. C'est sous ces conditions-là que ce sera possible de les utiliser en tant que référentiel pour prendre des décisions. Encore une fois, rien de nouveau sur la manière dont on les gère au sein de Praxedo, c'est des fichiers Markdown dans un repo Git. Voilà, donc pull request, c'est ouvert à la lecture pour tout le monde, ouvert à la discussion via des pull requests. Il y a toujours un contrôle des architectes dessus via des code owners ou ce genre de choses, mais du coup, voilà, c'est à la disposition de tout le monde. Petit exemple de nos principes d'architecture chez Praxedo à l'heure actuelle. C'est des grands principes, automatisation par défaut, sécurisation, scaling horizontal, etc. Mais voilà, ça constitue une base de réflexion, et dans la base de réflexion, et du coup dans la pratique et dans leur définition, ça donne un peu plus de direction aux équipes. Donc voilà, on a couvert pas mal la partie prise de décision au niveau de l'architecture. On va maintenant se concentrer un petit peu plus sur la partie compréhension. Et on va parler de diagrammes d'architecture et de modèles.
Diagramme d'architecture, bon, on est quand même ici entre architectes, je pense que c'est vraiment la base du métier. Si on doit représenter un architecte, il est en train de faire des diagrammes. Bon, là, diagramme d'architecture, représentation visuelle des composants logiciels, de leurs relations, de leurs interactions, etc. Aviser de documenter et communiquer la conception du logiciel et un outil, évidemment, de prise de décision. Les avantages clés des diagrammes, c'est la collaboration, la réduction des risques, puisqu'on est plus à même d'identifier les interactions, les problématiques potentielles, etc. Tout ça nous rend plus efficace et plus scalable dans nos pratiques. Attention quand même sur les diagrammes d'architecture, ça ressemble vite à un plat de spaghettis. Les diagrammes, ils doivent être autoporteurs systématiquement, donc voilà. Une légende à minima, c'est bien. Les gens ne savent pas forcément ce que la boîte bleue veut dire. Cohérent, donc voilà, les légendes, si elles sont cohérentes entre les diagrammes, c'est encore mieux. Suffisamment précis, et le point le plus important, en phase avec l'état du système. C'est probablement le point le plus compliqué à réaliser avec des diagrammes. D'où l'idée de peut-être passer à des modèles d'architecture. Donc le modèle, ça va être une approximation, une abstraction du système, une représentation d'un sous-ensemble des propriétés de ce système-là. Et par rapport au diagramme, il va avoir des avantages un petit peu plus... il va avoir certains avantages qui sont notamment qu'il est à plus long terme. Le diagramme peut avoir du sens dans le sens où c'est à une visée de communication immédiate. Le modèle, on va pouvoir capitaliser dessus plus longtemps. Le modèle est cohérent, le diagramme, bon, bah voilà, en fonction du moment où on le réalise, de quel besoin, etc., il n'y a pas forcément de cohérence à travers les diagrammes, etc. Et le diagramme, c'est juste des visualisations, alors que le modèle va apporter de la visualisation et des insights. Un diagramme, le seul insight qu'il va donner, c'est est-ce que vous avez beaucoup de carrés bleus ou beaucoup de flèches. Donc voilà, c'est nécessairement, ça doit nécessairement être adossé à un peu de modélisation, qui est souvent implicite dans le diagramme, mais voilà. Et donc chez Praxedo, nous on utilise le modèle C4 pour représenter notre architecture et nos composants logiciels. Donc c'est un ensemble d'abstractions hiérarchisées et un ensemble de diagrammes qui sont issus de cette modélisation. Cette abstraction, on va partir du software system, qui est vraiment l'entité principale qu'on veut décrire via le modèle C4. Et ce software system, d'une part, il va avoir des relations avec d'autres software systems, et il va être décomposé en containers. Donc les containers dans le modèle C4, c'est c'est toute unité qui est déployable. Donc c'est pas forcément un conteneur Docker ou voilà. Ça peut être une base de données, c'est déployable dans un serveur ou dans Cloud SQL. Un système de fichiers, ça peut être déployé sur un système de fichiers local, ça peut être un bucket, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ce qui se déploie en fait est représenté comme des conteneurs. Et le troisième niveau, ça va être les composants. Donc là, on va être au niveau plutôt logiciel sur des modules ou quelque chose d'équivalent en termes de granularité. Et le dernier niveau, c'est le code, mais il est là juste pour faire joli. En tout cas, le fondateur du modèle C4 ne conseille pas de modéliser le code via le modèle C4. Les diagrammes UML générés par les idéaux, ce genre de choses font très bien le travail. Donc voilà, on va se concentrer sur les 3 premiers niveaux, et souvent même sur les 2 premiers niveaux pour représenter une architecture au niveau. Donc le modèle C4, c'est vraiment l'outil qu'on utilise, et cet outil-là est indépendant de l'outillage ou du système de notation. On a juste besoin de maîtriser ces abstractions-là. Mais de l'outillage, c'est bien quand même. Et du coup, le fondateur du modèle C4 a aussi créé un outil qu'on appelle Structurizer, et qui va permettre de définir des modèles C4 via un DSL. Donc un DSL, il y a un langage DSL où il y a la possibilité de le faire également en Java. Disclaimer, Praxedo utilise beaucoup le Java, donc il y aura beaucoup de choses qui seront orientées Java dans la suite du talk. Donc voilà, Structurizer, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de définir des modèles et d'avoir une interface web pour afficher les diagrammes issus de ces modèles. Donc architecture as code, et on a différents types d'exports. On va avoir des exports en forme d'image, on va avoir également du plant UML ou ce genre de choses. Et en plus de ça, ça supporte également des ADR et des reviews de diagrammes. Comment on l'a implémenté chez Praxedo? Donc du coup, on a encore une fois sans surprise un repo Git avec nos modèles.
3 modèles chez Praxedo. L'architecture globale, donc vraiment l'architecture de tous les systèmes de Praxedo. L'architecture interne, donc notre software factory, tout ce qui va être la CI, nos artifacts repository, etc. Tout ça, c'est également dans un modèle à part. Et enfin, on a un modèle un peu lightweight pour dédié à la DACOM externe, où on ne veut pas donner tous les détails, etc. Donc, on a un modèle dédié à ça. Donc voilà. Et on a choisi d'utiliser le Java pour décrire notre modèle d'architecture. Pourquoi? Parce que déjà ça permet de faire des abstractions, donc on a une approche quasi DDD avec nos modèles d'architecture. On est capable de représenter de modéliser par exemple la plateforme Praxedo, c'est une entité qu'on définit en Java mais qui va se baser sur des abstractions des abstractions du modèle C4. Il y a un overhead, mais ça nous permet d'avoir une architecture, un modèle qui est testable. On peut valider directement via des tests la cohérence du modèle. C'est robuste et on peut refactor. Donc voilà, si on a des modifications à faire à l'échelle sur notre modèle d'architecture, c'est quand même pratique par rapport à l'approche DSL. Le support est bien meilleur ici dans les IDE. C'est quand même un peu plus lourd à écrire en revanche, donc voilà, ça se justifie si le modèle est complexe, quoi. En termes de tooling, on a intégré ça à notre CI. On a donc les tests, une publication automatique sur Structurizer et tout ça c'est réalisé grâce à un petit plugin Maven maison qui nous permet d'instrumenter tout ça. Et donc après, en termes d'utilisation par les équipes, donc on publie via Structurizer, donc tout est disponible dans l'interface web de Structurizer. Et on va avoir aussi des possibilités d'embed dans directement les README Markdown GitHub, ou alors on a également une possibilité d'embed dans Confluence via un widget dédié. Donc voilà, là dans Confluence c'est navigable, zoomable, cliquable, c'est quand même assez agréable à utiliser, d'autant que Structurizer fournit des outils comme des perspectives. Donc voilà, si on veut afficher la perspective authentification d'un système, ce genre de choses, si c'est bien défini dans le modèle, c'est assez agréable et pratique à utiliser. Donc voilà, ça c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'une part d'avoir une bonne compréhension du modèle, de récupérer de notre système, de récupérer des insights à propos de ce système, et de le faire évoluer, puisque c'est un outil qu'on utilise aussi, typiquement on va avoir des pull requests sur ces modèles, et donc ça nous permet de discuter aussi des décisions d'architecture à ce niveau-là, ce qui fait que ça garantit aussi que le système est continuellement à jour, donc c'est intéressant en termes de pratique. Au niveau de la compréhension des systèmes Praxedo, je voulais ajouter un petit élément, c'est les tech radars. On en parle un petit peu. Voilà, le tech radar, c'est quoi? C'est un snapshot des technos qui sont utilisés ou utilisables au sein de l'entreprise, selon différentes catégories. Donc, on a vraiment 4 catégories que sont, du coup, nous, c'est data, language, tools and framework et plateforme, et différents niveaux de maturité. Donc, Adopt, c'est le rond central, c'est vraiment ce qu'on utilise. Assess et Trial, c'est les technologies qu'on va potentiellement intégrer. Et Hold, nous on le définit comme les technologies qu'on utilisait avant, qu'on peut toujours utiliser, mais pas dingue quand même. Et voilà, donc c'est ThoughtWorks qui a vraiment popularisé le truc, et Zalando qui nous met à disposition gracieusement le code open source pour publier ses radars. Voilà, donc, sans surprise, c'est dans un repo Git chez nous. Petit point maintenant sur les fitness functions. Ça c'est également un outil du toolkit architecte. C'est une mesure, c'est un genre de test de à quel point on est en ligne avec nos objectifs et les caractéristiques d'architecture qu'on souhaite atteindre. C'est issu du bouquin Evolutionary Architecture. À quoi ça sert? Ça sert à valider les caractéristiques d'architecture, donc ça sert de référence de qualité, mais ça sert également à permettre l'évolution du système, donc de préserver ses caractéristiques au cours du temps. Les fitness functions, il y en a différents types, donc il va y avoir des fitness functions atomiques versus holistiques.
Donc les fitness functions atomiques, ça va être sur un scope très limité ou un aspect spécifique. Là où les fitness functions holistiques, on va être sur quelque chose de beaucoup plus global à l'échelle de l'architecture. Typiquement, le nombre d'incidents, il y a beaucoup de facteurs atomiques qui peuvent déterminer des causes d'un incident, etc. Mais c'est une bonne mesure des caractéristiques du système. Les fitness functions, elles peuvent être statiques ou dynamiques. Voilà, est-ce que le résultat de la fitness function est indépendant ou qu'elle dépend d'un contexte changeant, donc des objectifs de dispo versus un test unitaire, par exemple. Est-ce qu'elle est déclenchée ou continue? Donc ça peut être une fitness function qui va être intégrée à une suite de CI ou une fitness function qui va être plutôt basée sur un flow d'événements. Et elle peut être automatisée ou manuelle. Donc là, c'est comment on réalise le test de la fitness function à proprement parler. Et du coup, typiquement, des vérifications de vulnérabilité logicielle, ça peut être automatisé, alors que vérifier la compliance légale d'un système, ça va probablement nécessiter un humain. Peut-être on en discutera après, mais a priori, je ne sais pas si les GenAI sont déjà capables de faire ça. Et donc voilà, les fitness functions, en fait, concrètement, nous, on les utilise pas en tant que tels, c'est-à-dire que, comme tout le monde, je pense, on mesure des choses, on a des objectifs par rapport à ça. C'est pas intégré au toolkit, au reste du toolkit architecture de Praxedo. Donc, par exemple, on n'a pas de lien entre nos principes d'architecture, nos ADR et des fitness functions qui y seraient définis. En revanche, voilà, je parle quand même du concept parce que c'est important à garder à l'esprit et peut-être qu'on y viendra dans le futur à lier vraiment des ADR à ces fitness functions. Et maintenant, je voulais faire, typiquement, pour faire le lien avec des fitness functions et comment ça peut s'appliquer en pratique, comment on fait appliquer les décisions d'architecture. Je voulais introduire ça pour introduire un petit toolkit que j'aime beaucoup et qu'on utilise beaucoup à Praxedo. Pour faire appliquer l'architecture, on a plusieurs manières de faire. La première manière de faire, c'est les process relativement standards, on documente, on communique, on review, voilà, soit par des code review, soit par des architecture review, ce genre de pratiques, etc. Il n'y a pas a priori plus puissant dans le sens où il y a effectivement un architecte qui regarde a priori un moment. En revanche, ça nécessite l'architecte en question pour réaliser ça, et donc ça passe pas nécessairement à l'échelle, donc il faut a priori automatiser cette pratique à un moment. L'autre solution, si on se concentre un petit peu sur l'architecture logicielle, et voilà, moi c'est typiquement DDD, Modular Monolith, c'est des choses qui nous animent à l'heure actuelle chez Praxedo, donc voilà, il y a la notion de module Maven, c'est une manière de faire, c'est efficace, c'est assez limité en termes de contraintes qu'on peut exprimer, ça compile pas. Et voilà, c'est pas forcément adapté à des processus de migration dans le sens où faut être sûr de son coup sur ces modules, et puis si c'est pas incrémental, si on a merdé un truc, ça compile plus, et voilà, c'est foutu. Donc du coup, non, du coup, c'est pas une bonne solution de build a wall. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre outil qui soit automatisé, efficace, expressif, idéalement qui possède des patterns d'architecture built-in, et qui permettent cette migration incrémentale? Eh bien, cet outil, il existe, et c'est ArcUnit. C'est vraiment un outil du toolkit de l'architecte chez Praxedo. ArcUnit, c'est quoi? C'est une librairie Java pour tester l'architecture. Donc, ça va permettre de modéliser une base de code et d'y définir des contraintes. C'est open source, c'est extensible, c'est compatible avec JUnit, TestNG, etc. Et ça a une API Fluent. Comment ça se compose? ArcUnit, c'est composé d'un module core qui va permettre vraiment de modéliser une base de code. Donc ça, c'est ArcUnit qui le fait tout seul. Et ensuite, on va avoir le module lang qui va nous permettre d'exprimer des règles d'architecture sur une base de code. Et c'est quand même extrêmement puissant en termes de patterns qu'on peut exprimer. Et ça prend toujours la forme entities, that, predicate, should, condition. Donc c'est très simple. Ici, c'est classes that, mais on peut effectivement, d'une part, il y a d'autres entités qui sont built-in, et on peut également définir, on y reviendra, mais on peut définir des entités spécifiques. Et ça vient en plus avec un module library.
Ça vient en plus avec un module library qui va pouvoir, qui vient avec des patterns d'architecture spécifiques. Donc on va pouvoir tester rapidement une architecture layered, une clean architecture, une archi hexagonale, etc. Et ça vient également avec un ensemble de métriques prédéfinies, donc typiquement des métriques de couplage qui vont être assez utiles pour évaluer du code. Donc ça ressemble à ça. C'est assez lisible, c'est assez facile à écrire quand on maîtrise l'API. L'API est fluent, donc ça se tape assez bien. Et ça permet de faire des trucs aussi simples que, voilà, est-ce que cette classe elle est dans le bon package, jusqu'à vérifier que telle classe est bien annotée avec transactional, sinon ça marche pas, jusqu'à des trucs plus complexes comme des checks de layer, des checks de dépendance cyclique, ou voilà, genre typiquement tous les contrôleurs doivent être dans le layer controller, ce genre de choses. Des checks de dépendance cyclique, et ainsi de suite. Donc nous, comment on l'utilise chez Praxedo? On l'utilise pour des conventions de nommage, on l'utilise pour la structure et l'organisation des packages. Typiquement, bah voilà, ça s'applique hyper bien à des archi hexa, des modules monolith. Typiquement, nous, ce qu'on fait, c'est on a défini des bounded context. On ne voulait pas les mettre dans des modules Maven séparés parce qu'on n'est pas encore hyper sûr de notre modélisation. Et donc, on définit des packages et on vérifie que via ArcUnit, les packages, les bounded context sont cohérents, il n'y a pas de dépendance inter-bounded context. Mais vu que c'est des packages et pas des modules Maven, on garde cette flexibilité de bouger les choses au cas où, ce qui est quand même agréable. Pour les types de retour de contrôleurs, on a des guidelines en place, donc là typiquement c'est ArcUnit qui fait ça. Et après on a des usages un peu plus avancés, typiquement on peut introduire des nouveaux concepts via ArcUnit, donc c'est en général des transformers à partir d'un concept existant. Par exemple si on prend des classes, nous on a des transformers qui nous permettent d'avoir les entités persistantes Hibernate typiquement, donc là on va pouvoir introduire des contraintes spécifiques à ces entités-là, et donc ça nous donne accès aux colonnes, ce genre de choses, et on peut définir des contraintes sur les colonnes, sur les index et ainsi de suite qui sont définis via les ORM. Ça permet également de faire du freeze. Ça c'est très important en migration incrémentale parce que souvent on introduit une nouvelle règle et du coup il y a évidemment toute la base de code qui n'est pas en adéquation avec cette règle. Et donc ça c'est ce qu'ils appellent des freezing rules, et donc on peut introduire une rule qui a n violations et du coup on dit juste ok, toutes ces violations là antérieures sont acceptées, les violations suivantes seront plus tolérées, ça pète la CI. Et voilà, il y a le concept d'ignore violation qui est lié, mais là pour le coup c'est quand on veut consciemment accepter une violation d'une règle en disant ok, dans ce contexte là c'est d'accord. Et comme je le disais, les métriques, typiquement les métriques de couplage qui sont très, très utiles au niveau d'ArcUnit. Voilà, vraiment un framework que j'adore, je pense que ça s'entend. Et du coup, petite conclusion, takeaway sur le toolkit d'architecture à Praxedo. Sur toutes les pratiques qu'on a vues là, voilà, les ADR, c'était vraiment le topic aujourd'hui. Vraiment, allez-y, quoi. Il n'y a aucune... faut y aller. C'est vraiment sa structure, et la réflexion et le mécanisme de prise de décision. Il faut vraiment les utiliser, c'est important. Les principes d'architecture, l'exercice de consensus au niveau de l'équipe d'architecture est intéressant. C'est pas vital à moins de vouloir vraiment scale la pratique d'architecture dans les équipes. Enfin, en tout cas, de vouloir la diffuser vraiment au sein des équipes pour tout le monde. C'est pas vital hors de ce contexte-là, c'est toujours intéressant. Les modèles et les diagrammes, il en faut évidemment, hein, c'est un peu notre cœur de métier, dirais-je. Commencer avec des diagrammes, les modèles c'est quand même pas mal. Typiquement le modèle C4, ça peut être testé, ça donne des bons insights. Nous on va jusqu'à introduire des règles d'architecture sur notre modèle, donc voilà, c'est intéressant. TechRadar, bon support, c'est un bon support pour les équipes comme base de réflexion sur ce qui est utilisable, ce qui est hors du scope, etc. et pourquoi. Une note que j'ai entendue à Devox cette année, idéalement adossée à des notes sur l'usage attendu des différentes technos et des bienfaits attendus. Sinon, potentiellement, les gens ils mettent du Kafka partout après. Voilà, donc bien limiter le cargo culte, donc voilà, bien spécifier les usages attendus pour les technos.
Et puis les fitness functions, ben, comme je le disais, vous en avez probablement déjà. Et voilà, mettre l'existant en relation avec les décisions d'architecture. Et puis ArcUnit, ça marche bien avec les ADR locaux à un projet, donc voilà, c'est un genre de fitness function. Et c'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance. Ou sur place. On va attendre de regarder s'il y a des questions. Des questions sur avant. D'accord. Est-ce que vous avez testé d'autres modèles que C4? Non. On n'a pas testé. Ok. Et d'autres outils que ArcUnit? ArcUnit, non, j'ai pas connaissance pour du testing comme ça. Ça semblait répondre parfaitement aux besoins, donc on n'a pas vraiment cherché ailleurs. C'est vrai que j'ai pas connaissance de framework qui fassent l'équivalent, en tout cas sur du Java. Ils ont leurs équivalents, eux, pour le coup, sur du C#, je crois. C# l'équivalent. Mais je crois que c'est NArcUnit ou un truc comme ça, s'il y a un N devant. Mais non, on n'a pas. En Java, j'ai pas connaissance de framework équivalent.